Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons l'affaire des faucheurs de vignes OGM, OGM pour organismes génétiquement modifiés, de l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA de Colmar. Mercredi 27 mars 2019, nous étions dans la salle des pas perdus de la cour d'appel de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, avec le délégué général de l'association Justice Pesticides, qui vient de témoigner dans le procès actuellement en cours, dans la salle d'audience juste derrière nous. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Arnaud Apothécaire, bonjour. Bonjour. Arnaud Apothécaire, Justice Pesticides est une ONG qui collecte toutes les affaires judiciaires qui concernent les pesticides dans le monde. Que se passe-t-il aujourd'hui ici à Nancy à la cour d'appel ? Il faudrait reprendre un historique. Aujourd'hui, on ne juge pas des pesticides. On parle d'organismes génétiquement modifiés qui sont d'ailleurs très liés à la question des pesticides. Mais on est ici parce qu'en 2010, suite à un avis du Haut Conseil des biotechnologies extrêmement contesté pour un essai de vigne OGM, en 2010, on a décidé de créer ou de faire un essai à Colmar, un essai en plein champ, c'est-à-dire avec possibilité de dissémination dans tout l'environnement, de vignes OGM tolérantes à une maladie propagée par un virus. Les faucheurs d'OGM, qui avaient déjà fauché du maïs à cause de la dissémination du maïs, etc., qui se sont rendus compte à quel point l'opinion du Haut Conseil des biotechnologies était biaisée en faveur de ces essais, sont entrés sur cette parcelle expérimentale et ont neutralisé les vignes OGM qui auraient été susceptibles de dissémination dans l'environnement. Des vignes, Arnaud Apothécaire, testées par l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Oui, c'est l'INRA, et j'allais dire, si on veut aller plus loin, c'était, de mon point de vue, une manœuvre concertée de la part des partisans des OGM de mettre l'INRA, institut public, en première ligne, d'essayer absolument d'imposer cet essai parce que de cette façon, on répondait aux faucheurs et aux actions précédentes des faucheurs qui se battaient contre les compagnies comme Monsanto, Bayer, qui faisaient des disséminations volontaires de maïs, de colza et d'autres produits OGM. Là, on se trouvait devant un essai qui était parfait du point de vue des relations publiques. Du point de vue de ceux qui le voulaient. C'était un institut public, un institut de recherche, un institut qui est relativement bien considéré, dans lequel on faisait les essais, et puis on nous disait c'est vraiment de la recherche, on ne veut pas, ou on ne tient pas, ou on ne parle pas de commercialisation. Mais tout ceci ne tient pas debout. À la fois, l'INRA travaille énormément, de toute façon, avec le privé. Donc maintenant, cette distinction, on est dans les partenariats publics-privés qui sont de plus en plus nombreux. Donc cette affaire public-privé ne tient pas debout, l'absence de danger ne tient pas debout, et en réalité, on se prépare à faire accepter aux Français la commercialisation des OGM sur des grandes distances. Alors, il y a eu une première audience fin septembre 2011, Arnaud Apothécaire, le tribunal de Colmar ayant condamné les faucheurs. Alors, le tribunal en première instance a condamné les faucheurs, mais en appel, il y a eu relax des faucheurs parce qu'on avait compris le manque de sérieux des arguments scientifiques qui avaient été invoqués pour obtenir l'autorisation de ces essais. Donc, en appel, il y a eu relax des faucheurs et on estime aujourd'hui, je dirais des années après, que les faucheurs avaient raison, que les faucheurs protégeaient le bien public. Et aujourd'hui, les Français, dans leur ensemble, dans leur majorité, sont heureux de ne pas avoir d'OGM dans les champs. Personne n'est venu réclamer ces essais qui avaient été détruits par les faucheurs. Personne n'a demandé à ce qu'ils soient replantés. Après la décision de la Cour d'appel de Colmar, le procureur de la République
saisit la Cour de cassation qui casse cet arrêt de la Cour d'appel de Colmar. Et c'est la raison pour laquelle on est aujourd'hui à nouveau, 8 ans après, en procès ici à la Cour d'appel de Nancy, Arnaud Apothicaire. Exactement, la Cour de cassation a jugé que le juge de la Cour d'appel n'avait sans doute pas pris en compte l'ensemble des éléments scientifiques, ou alors que les témoignages de cette époque n'avaient pas développé suffisamment l'argument scientifique qui indiquait que cet essai était au minimum inutile, mais probablement dangereux, et en tout cas n'avait pas lieu d'être, vu les questions posées et vu les résultats préliminaires qui ont suscité cette demande d'essai. Décision attendue de la Cour d'appel ici de Nancy, Arnaud Apothicaire, dans quelle période, dans quelle durée? Je dirais que ça, ce serait plutôt l'avocat qui pourrait répondre à cette question, mais c'est quelques semaines. Il faut espérer que cette histoire, qui dure depuis plus de 10 ans maintenant, s'achève bientôt, parce que il est clair que ça fait des années que les faucheurs s'opposent aux OGM pour protéger le bien public et avec l'assentiment des populations françaises. Arnaud Apothicaire, on va vous laisser retourner dans la salle d'audience, ici à la Cour d'appel de Nancy. Merci. Merci. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes ici dans la salle des pas perdus à la Cour d'appel de Nancy où se déroule aujourd'hui une audience concernant cette affaire de faucheurs de vignes OGM de l'INRA à Colmar qui remonte à 2010. On profite du fait que Christian Vélo vient de sortir de la salle pour lui poser précisément quelques questions. Christian Vélo, vous êtes généticien moléculaire à l'université Paris-Sud. En quoi les OGM posent-ils problème? En tout cas, ces OGM dont on parle aujourd'hui. Alors, les OGM dont on parle aujourd'hui, donc, il s'agit de vignes transgéniques. Transgénique, ça veut dire qu'on leur a mis un gène étranger qu'on appelle un transgène dedans. Et le gène en question, c'est un gène de virus, le virus du Cournouet, pour faire résister ces vignes au virus. Parce qu'on a remarqué depuis longtemps que lorsqu'une plante avait été infectée par un virus, si elle gardait un gène du virus de cette première infection, eh bien, ça lui permettait de résister à une infection ultérieure par le même virus ou par un virus apparenté. Le Cournouet étant une maladie de la vigne. Le Cournouet est un virus qui est un virus de la vigne et qui est transmis au pied de vigne par un nématode, un ver microscopique du sol, qui pour se nourrir vient piqueter le pied de vigne et transmet ainsi le virus. Et donc l'idée, c'est de faire résister cette vigne au virus du Cournouet en lui insérant volontairement dans ses chromosomes un gène de ce virus. Le principal problème que représentent ces vignes d'un point de vue du risque environnemental et qui peut éventuellement se décliner en risque sanitaire, c'est que les virus ont une grande capacité à échanger des morceaux de gènes entre eux dès lors que ces gènes se ressemblent. Or, quand la vigne va être infectée par un virus, un virus de Cournouet, eh bien, évidemment, ce virus va injecter son chromosome, son ADN, et parmi l'ADN du virus, il y a un gène qui va ressembler de très près à celui qui a été volontairement introduit dans la vigne. Et ils vont donc avoir cette capacité à échanger des morceaux entre eux, et ça conduit à des virus recombinants. Et les virus recombinants, c'est un souci parce qu'on ne sait pas du tout dans quel sens ça va évoluer. C'est-à-dire que le virus peut être pas plus agressif que le virus de départ, mais par contre, il peut être beaucoup plus agressif et provoquer des viroses aggravées. Pour vous donner un exemple concret de virose aggravée provoquée par des virus recombinants, un exemple très médiatisé parce que ça concerne l'humain, c'est le virus H1N1, qui est un virus recombinant entre une souche de la grippe humaine, de la grippe aviaire et de la grippe porcine. Et donc, évidemment, quand on a une plante conventionnelle, pour que ce genre d'événement se produise, il faut que la plante soit infectée en même temps par 2 virus. Mais ici, comme elle a déjà un gène de virus qui a été mis volontairement dans la plante, il suffit d'un seul virus et donc on augmente considérablement le risque de propagation de ces virus recombinants sans qu'on en maîtrise les conséquences. C'est d'ailleurs ce que vous avez expliqué brièvement tout à l'heure à la barre en tant que témoin à ce procès ici à la Cour d'appel de Colmar, Christian Vélo. Vous dites, et vous avez dit durant l'audience que cet essai par l'INRA de Colmar de vignes transgéniques qui ont été arrachées par les faucheurs, qui font l'objet de ce procès, de ce deuxième procès ici en cour d'appel, n'aurait jamais dû avoir lieu. Pourquoi ? Il n'aurait jamais dû avoir lieu, en tout cas en plein air. C'est une erreur de la part de mes collègues du Collège scientifique, du Haut Conseil des biotechnologies qui ont donné un avis favorable pour que cet essai ait lieu en plein air. C'est, de mon point de vue, une faute professionnelle. Pourquoi ? Parce que, étant donné ces risques d'apparition de virus recombinants,
Et étant donné également les risques, j'en ai parlé à la barre tout à l'heure, de transfert de gènes qui peut se faire entre la plante et les bactéries du sol, etc., qui sont des risques qu'on ne maîtrise absolument pas, eh bien, ça devait être fait au minimum en serre, en espace confiné. C'est très important parce que les objectifs de cette étude, c'était justement d'évaluer ces risques. Et donc, si l'objectif de l'étude est d'évaluer les risques, ça veut dire que par définition, on ne les connaît pas. Et donc, comment autoriser? C'est comme si on autorisait un essai clinique pour tester un médicament sur des humains sans connaître en amont les éventuels effets que ça peut provoquer sur des cellules en culture ou sur des animaux en laboratoire. C'est un non-sens. Et c'était possible de le faire, de répondre à ces objectifs de l'étude en confiné, puisque l'INRA, en 2010, après la destruction de cet essai, ou la neutralisation de cet essai par les faucheurs volontaires, a lancé une étude de 6 ans en serre avec les mêmes plants de vigne pour répondre aux mêmes questions. Alors franchement, on se fout du monde. Mon histoire a commencé en 1901, en plein États-Unis, État du Missouri. C'est à Saint-Louis que je suis né, aujourd'hui numéro 1 mondial de l'industrie chimique et agricole, à qui l'on reproche d'avoir du sang sur les mains, ainsi que d'être la responsable numéro 1 du score de la biodiversité qui dégringole, de l'empoisonnement des champs jusqu'aux assiettes, de la chasse aux paysans qui plantent que je brevette. Des reproches, on m'en fait trop, qu'ai-je fait pour en arriver là? Ma réussite, admirez-la, car je suis l'exemple même de l'entreprise qui a réussi sa vie. De l'entreprise qui a réussi sa vie. Incontestablement aidé par mon gouvernement, grâce aux liens qu'on a créés via nos portes tournantes. C'est la réalité, non pas un conte. Bien sûr, si vous prenez en compte les conséquences que mes choix ont entraîné. Des OGM à l'agent orange en passant par les PCB et tous les êtres humains étrangement décédés, ainsi que mon attitude hardcore envers le vivant, je suis d'accord. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre $1, alors je suis partout, je fais tout pour que tourne la machine. Même s'il faut que je m'échine, faut que ce monde, je le domine, que son avenir, je le dessine. Pour ça, je suis toujours prête à jouer à l'assassine. Je suis une multinationale états-unienne. Je sème la haine, je fais pousser les suicides. Je suis les OGM, je suis les pesticides. Je suis devenue la reine des brevets de la mort. Je bois le sang des hommes qui me donnent la force d'imposer mon empire pour le malheur et pour le pire. Responsable de l'automise à mort de milliers de paysans qui par mes brevets et mon génie du gène étaient devenus complètement dépendants de ma politique envers ces petites graines. Car oui, je m'approprie ce bien commun que je vole aux mains de ces peuples qui se les ont transmises de génération en génération. Voilà ce qui se passe quand on ne peut pas se permettre de perdre $1. On en arrive à vouloir devoir et pouvoir tout dominer au point de breveter le vivant. Faire main basse sur la vie, on me le reproche souvent. Certains se mobilisent, me diabolisent et me résistent. Combien de temps tiendront-ils face à mon tempérament colonialiste? Je ne m'en fais pas tant, dans quelques temps de moi vous dépendrez. Pour toutes les graines semées et pour tous les champs cultivés, intégrez ce cercle vicieux, j'assombrirai votre futur. Le contrôle des semences et celui de la nourriture, c'est ma stratégie, plus puissante que les armes, plus puissante que les bombes. Oui, ma philosophie gronde, elle est le meilleur moyen pour contrôler le monde. Je suis une multinationale états-unienne. Je sème la haine, je fais pousser les suicides. Je suis les OGM, je suis les pesticides. Je suis devenue la reine des brevets de la mort. Je bois le sang des hommes qui me donnent la force d'imposer mon empire pour le malheur et pour le pire. La domination est l'objectif de ma politique. Elle n'a pas de prix ni moral ni éthique. Depuis quand l'éthique est-elle rentable? Mais si un jour elle l'est, brevetée elle le sera aussi. Je m'en fous des critiques d'être lamentable. Je suis l'exemple même de l'entreprise qui a réussi sa vie. Vous avez cerné qui je suis, j'espère, parce qu'à être la plus réputée j'aspire. Tout comme dominer l'avenir de cette humanité sur qui je suis prête à tout. Est-ce que ça veut dire, Christian Bello, que aujourd'hui c'est un peu le procès de l'INRA? Oui, je pense c'est le procès de l'INRA ou le procès du HCB. Parce que là encore une fois, il y a eu véritablement un défaut d'appréciation. C'est le même HCB qui donne des autorisations pour les manipulations en espace confiné. Et pour une manipulation en espace confiné susceptible de faire apparaître des virus recombinants, il est clair que le confinement minimum aurait été le niveau 1, c'est-à-dire un laboratoire fermé, voire du niveau 2, mais pas l'extérieur qui est le niveau 0. Christian Bello, généticien moléculaire à l'université Paris-Sud. On comprend bien votre attaque assez directe et assez frontale à l'égard de vos collègues de l'Institut national de la recherche agronomique concernant les vignes OGM plantées en 2010. Est-ce que ça veut dire aussi, allons plus loin, que l'INRA est devenue une forme
de lobby des multinationales? Malheureusement, c'est peut-être même pas réservé à l'INRA. C'est-à-dire que le problème des organismes publics de recherche aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas les moyens pour fonctionner, qu'on est obligé de répondre à des appels d'offres qui sont de plus en plus souvent des appels d'offres partenariat public-privé. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais c'est devenu la règle, et que le privé a besoin de retour sur investissement rapide, et que donc les projets de recherche sont choisis en fonction de leur rentabilité. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'est la pause de midi, ici à Nancy. On est place Carrière, juste devant la cour d'appel de Nancy, où se déroule toute la journée le procès des arracheurs ou des faucheurs des vignes OGM plantées par l'INRA en 2010, une affaire qui maintenant dure depuis quelque temps. Les faucheurs condamnés en première instance par le tribunal de Colmar, ensuite relaxés par la cour d'appel de Colmar. Le procureur de la République saisit la Cour de cassation. La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, et nous revoilà 8 ans plus tard à la cour d'appel, devant la cour d'appel de Nancy. Jean-Pierre Frick, vous êtes un des faucheurs, et vous êtes par ailleurs viticulteur en biodynamie à Pfaffenheim, c'est en Alsace, dans le Haut-Rhin. Qui sont les faucheurs? Alors les faucheurs de Colmar, les 60 qui se sont retrouvés ce 15 août sous une pluie battante, sont un reflet en fait de la société française. À l'époque, la plus jeune, Maya, avait 18 ans et l'aînée avait 76 ans. Voilà, on a tous pris 9 années entre-temps, voilà, c'est comme ça. Et en fait, il y a des agriculteurs, il y a des maraîchers, il y a un mécanicien, il y a un médecin, il y a toutes les professions qui sont en fait représentées. Il y a toutes les régions, puisqu'on a toutes les régions de France. C'est un peu une expression... Les régions de 2010 en tout cas. Oui, puisqu'entre-temps, avec le Grand Est, c'est un autre sujet qu'on va pas entamer. Voilà. Donc, c'est vraiment un résumé de la population française par les âges, par les professions, par les intérêts sociaux, et qui se sont retrouvés ici, c'est un peu fortuitement. Enfin, tout le monde a la préoccupation de lutter contre les OGM et contre l'agriculture industrielle en général, mais après, selon les disponibilités, ça se fait quand même au hasard qui est disponible pour telle ou telle action. Donc on est très loin, Jean-Pierre Frick, de peut-être l'image que l'on peut avoir des faucheurs rebelles, inconsidérés. Là, au contraire, c'est une action non violente, parfaitement construite, et puis à visage découvert. À visage découvert, c'est absolument fondamental. D'ailleurs, nous avons attendu que viennent les forces de l'ordre, que viennent aussi les journalistes, parce que l'objectif d'un fauchage, c'est de remettre toute cette grave problématique dans la société. Il faut qu'on prenne, qu'un maximum de gens prennent conscience, qu'on puisse en parler, que la justice, il y a plusieurs collègues qui ce matin déjà ont dit que la justice aussi a un rôle à jouer. Bon, il y a apparemment une belle écoute ici. Nous, on lance une alerte, on dit il y a un problème grave au niveau environnemental, au niveau social, au niveau équilibre nord-sud, puisqu'il y a beaucoup de plantes transgéniques qui sont cultivées dans le sud et où les gens vivent dans des conditions vraiment misérables, plus misérables maintenant depuis qu'il y a les OGM qu'avec leur agriculture traditionnelle, où ils étaient pauvres, mais pas forcément dans la misère. Et donc, c'est important qu'il y ait de plus en plus de gens qui prennent conscience de cette globalité des plantes génétiquement modifiées, quoi. En même temps, Jean-Pierre Frick, vous et les autres faucheurs des vignes OGM de l'INRA de Colmar, vous avez été condamné en première instance par le tribunal de Colmar à une peine solidaire de 57 000 euros. Au civil, oui. Au civil. Oui. Et une peine d'emprisonnement de... 2 mois avec sursis. 2 mois avec sursis. Ça veut dire aussi que, en tant que lanceur d'alerte et de citoyen, vous acceptez de vous exposer pour
le bienfait de la société, en tout cas de votre point de vue. Oui, ce ne sont pas des actions pour des intérêts personnels. C'est vraiment une action pour la collectivité et c'est intergénérationnel aussi. Hein, parce qu'il y a une similitude entre un peu le nucléaire et les OGM, c'est que l'un et l'autre sont irréversibles. Donc qui dit irréversible dit des conséquences sur des générations et des générations qui suivent. Donc c'est aussi cette solidarité intergénérationnelle qu'on essaye de remettre en avant. Vous allez bientôt retourner en salle d'audience, ici à la cour d'appel de Nancy, Jean-Pierre Frick. On va vous laisser vous restaurer un petit peu, merci. Merci. Il y a un peu de tout sur cette place Carrière aujourd'hui. Mercredi 27 mars, c'est la pause de midi à l'occasion de ce procès des faucheurs de vignes OGM de Colmar, ici rejugé par la cour d'appel de Colmar, où nous sommes cette fois-ci dans la cour avec Denis Crelotte. Bonjour. Bonjour. Denis Crelotte, je disais qu'il y a des choses, pas mal de choses sur cette place Carrière où on trouve à manger, à boire, tout ça en bio bien sûr, et à consommer avec modération, quelques stands également de sensibilisation sur les questions de l'OGM. C'est vous, en tant que représentant, ou en tout cas membre du mouvement pour une alternative non violente, le MAN, qui avez organisé cette manifestation de soutien aujourd'hui. Oui, on n'était pas tout seul. Il faut rajouter bien sûr la Confédération paysanne. Et les amis de la Confédération paysanne d'Alsace, grâce à eux, on mange et on mange bien et on mange bio et local et créatif. Et puis on mange, on ne fait pas que manger aussi. Et il faut rajouter les Amis de la Terre dans les 3 associations qui ont vraiment mené ce soutien sur Nancy. On a l'habitude de bosser ensemble. La lutte sur les OGM a un peu été mise à l'écart des radars médiatiques. Et je pense à tort, parce qu'on a cru qu'il y avait une vraie victoire sur les OGM en France, en particulier en avril 2014, quand il y a eu une loi de sauvegarde qui a été votée par l'Assemblée nationale. Du coup, les vigilances se sont un peu écartées. Alors que les lobbies, pro-OGM, sont bien sûr à l'affût. Dès qu'il y a une contrainte, ils essayent de la contourner. Et donc, c'est un vrai problème. Et c'est le problème qui s'est passé à Colmar, quand l'INRA, qui est un institut public, un institut de recherche, a voulu mettre des vignes OGM en plein champ. Et donc les gens qui sont jugés aujourd'hui sont des personnes qui ont arraché ces vignes pour signaler au public que la lutte contre les OGM n'était pas finie. Denis Crelotte, qu'est-ce que ça apporte d'organiser des stands, c'est très bon enfant bien sûr, vraiment juste en face de la cour d'appel, ce magnifique hôtel Craon ici à Nancy. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que vous avez du public nancéen par exemple qui s'arrête pour voir? Est-ce que c'est l'occasion? Parce que finalement ce procès vous offre une magnifique occasion de recommuniquer sur les questions d'OGM. Oui, l'intérêt de la désobéissance civile à visage ouvert et en attendant la police, puisque c'est ça qui s'est passé, a fait que la répression est une forme de tribune. Hein, et ça, c'est tout à fait dans la philosophie de la non-violence. Et donc, à partir du moment où, en plus, cette affaire a duré très longtemps, l'arrachage... 2010. Mais oui, l'arrachage date de 2010. Et là, on est en 2019 et il passe en appel à Nancy, quoi. Et donc, c'est une occasion pour nous de rassembler, on va dire, déjà un peu la famille écolo qui s'étend en ce moment, avec les manifestations des jeunes pour le climat et le succès des marches pour le climat à Nancy. Et donc il y a une nouvelle génération qui découvre ces luttes anciennes. La lutte contre les OGM en est une avec l'utilisation de la désobéissance civile. Pour autant, Denis Crelotte, est-ce que aujourd'hui, alors on le voit ici, place Carrière, devant la cour d'appel de Nancy, vous parliez de famille écolo. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de précisément agrandir cette famille, ou en tout cas permettre à des gens qui en sont pour l'instant éloignés de le découvrir? J'ai
pas le sentiment qu'il y ait des visiteurs lambda qui s'arrêtent, voir ce qui se passe, discuter avec vous. Est-ce qu'on ne souffre pas encore aujourd'hui un peu trop de l'entre-soi, alors que, on l'a entendu par les différents témoignages depuis le début de cette matinée ici à Nancy, à la cour d'appel, c'est un problème de société, un problème sociétal. Oui, l'écologie a toujours un peu souffert de l'entre-soi, mais là, nous sommes en plus un jour de semaine. Donc les gens qui étaient intéressés ont du mal à se mobiliser, sauf entre midi et 2 heures. Hier soir, il y a eu une intervention à l'MJC Lillebonne. Il y en aura une aussi à la Cantoche après-demain. Et on sent un intérêt du public. C'est sûr que si on se mobilisait sur les questions du climat, sur la question de l'acidification des océans, sur la question du plastique, on aurait certainement beaucoup plus d'audience. Je pense que le public ne fait pas encore le lien entre tous les combats de l'écologie. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Christian Ballot, on profite de votre présence ici au procès en appel à la cour d'appel de Nancy, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape peut-être même si on inclut la cour de cassation dans cette affaire qui dure depuis 2010 où des faucheurs ont arraché volontairement bien sûr des vignes OGM plantées par l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique à Colmar. On va profiter de votre présence, vous êtes généticien moléculaire à l'Université Paris-Sud pour eh bien, continuer un peu cette conversation à propos des OGM. On voit bien la tentative par les multinationales de nous imposer d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'abord par l'alimentation, ce qui a peut-être un peu moins fonctionné, peut-être plus maintenant par la santé publique, mais en tout cas une volonté d'imposer une biotechnologie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche de fuite en avant depuis plusieurs décennies technoscientifiques et de l'agriculture. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de nous vendre clé en main des technologies à des agriculteurs en leur demandant de s'empresser d'oublier leur bon sens paysan. Ces technologies sont vendues au nom d'une vision fantasmatique du progrès, où le progrès technologique serait forcément synonyme de progrès social. Et bien sûr, au détriment
de la santé des citoyens et on prend les citoyens pour des cobayes, on prend la planète pour une paillasse de laboratoire. Parce qu'en fait, il s'agit quand même, il faut le savoir, que la quasi-totalité des OGM, des plantes transgéniques, ce ne sont pas des plantes résistantes à des virus comme les vignes de Colmar. Ça ne représente que moins de 1% de l'ensemble des plantes transgéniques. Ce sont soit des plantes qui produisent leur propre insecticide, soit des plantes qui tolèrent un herbicide sans en mourir. C'est-à-dire qu'en fait, alors que ces plantes devraient mourir en présence de l'herbicide, typiquement Roundup, eh bien on les rentre, donc on peut pulvériser le Roundup sur la culture, on tue les plantes non désirées, mais on ne tue pas la culture. Ça veut dire que... À ce propos, Christian, quand on affirme en général que l'utilisation de plantes OGM évite l'usage de pesticides. C'est absolument faux. C'est même absolument faux. Bien sûr, d'abord, une plante qui produit son propre insecticide le produit tout le temps en permanence, que l'insecte soit là ou pas, alors que dans la méthode conventionnelle, on ne traite que si le papillon est là, parce que ce qui est dangereux n'est pas le papillon, mais la chenille. Et donc, si on traite avant que le papillon ponde ses œufs, c'est gagné. Donc, on fait du préventif, pas du curatif. On fait du curatif, pardon, pas du préventif. C'est-à-dire qu'on ne traite que s'il y a besoin. Dans le cas d'une plante qui produit un insecticide, elle le produit tout le temps. Et une plante qui tolère un herbicide, et évidemment, le but n'est pas de mettre moins d'herbicide, mais de pouvoir pulvériser, et on n'y va pas avec le dos de la cuillère, sans prendre de précautions, puisque les plantes non désirées vont disparaître sans faire disparaître la culture. Et évidemment, ça veut dire qu'on a des plantes qui soit accumulent un insecticide parce qu'elles le produisent, soit accumulent un herbicide parce qu'elles l'absorbent sans en mourir. Et ça veut dire que ces pesticides vont se retrouver dans la chaîne alimentaire, chez l'animal qui mange ces plantes, et chez l'humain qui mange l'animal qui mange ces plantes. Et donc la question, c'est le devenir, et ça veut dire que ces plantes devraient être évaluées certes comme des plantes, mais également comme des pesticides. Or, ce n'est pas du tout le cas. Elles sont évaluées au meilleur des cas pendant 3 mois. Et donc, on voit éventuellement les effets aigus, mais on ne voit jamais les effets chroniques, alors qu'il est clair que si les OGM doivent causer des soucis pour la santé, ils ne vont pas faire mourir subitement dans un cri de douleur. Ça va être des effets sur le long terme. On passe systématiquement à côté. Et donc, alors aujourd'hui, on a très peu d'OGM transgéniques cultivés à la surface de la planète en Europe, puisqu'il n'y en a qu'un seul qui est autorisé au niveau communautaire, qui est le maïs Monsanto 810, et qui fait l'objet d'une interdiction en France. Mais on en a beaucoup de plantes transgéniques qui nous arrivent par cargo entier dans le port du Havre, dans les ports bretons, pour nourrir nos animaux d'élevage intensif, puisque à cause des accords de Blair House, l'Europe n'est pas autonome en protéines végétales pour nourrir les animaux, les importe du continent américain. Ça nous vient essentiellement du Brésil et d'Argentine, qui est du soja transgénique tolérant au Roundup, avec lequel on nourrit nos animaux. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle des OGM cachés, c'est-à-dire des OGM qui sont bien reconnus comme tels d'un point de vue technique, mais qui sont obtenus par une technique qui s'appelle pas la transgénèse et qui leur permet ainsi d'échapper au champ d'application de la directive européenne. C'est essentiellement des colzas et des tournesols qui sont cultivés à grande échelle en France et en Europe, en toute opacité. Les agriculteurs ne sont pas tenus d'informer la mairie d'où se trouvent les parcelles. Les citoyens ne sont pas informés que l'huile de tournesol ou de colza qu'ils vont chercher au supermarché est obtenue avec ces colzas et tournesols qui ont été rendus tolérants non pas à du Roundup mais à des herbicides à base de sulfonylurée. Ça veut dire qu'il y a probablement des accumulations de sulfonylurée dans ces huiles sans qu'on le sache, alors qu'il faut quand même savoir que les sulfonylurées sont utilisés comme traitement contre le diabète. Donc c'est quand même important de savoir qu'une molécule qui nécessite une prescription médicale dans un cas peut se retrouver dans un aliment sans qu'on le sache. Voilà, donc voilà le schéma dans lequel on est aujourd'hui, et on est dans cette fuite en avant où on continue à nous l'imposer. Quand je parle de la fuite en avant, vous savez, c'est que comme quand on fait de la polyculture, on n'a pas de problème d'insectes parce qu'il y a des arômes répulsifs, des arômes attractifs, et puis on nous a dit non, plus de polyculture, on va abattre les haies qu'il y a autour, etc. On va faire des grandes surfaces et on va faire de la monoculture. Dans les haies, il y a des oiseaux qui sont des prédateurs d'insectes. Du coup, plus d'arômes répulsifs, plus de prédateurs. Les insectes deviennent des ravageurs. Et on nous dit, c'est pas grave, on va mettre des insecticides. Les insecticides, c'était bien, ce n'est plus bien, c'est pas grave, on va faire des plantes qui produisent leurs insecticides. Et la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée. Et les porte-monnaies se remplissent. Ah, pendant ce temps-là, oui, parce que bien sûr, quand vous vendez une plante tolérante au Roundup, par exemple, l'agriculteur qui achète les semences tolérantes au Roundup signe un contrat dans lequel il s'engage à acheter le Roundup et pas un herbicide générique à base de glyphosate. Christian Bello, le fait qu'ici à Nancy, on parle précisément de vignes OGM, les faucheurs sont essentiellement, et pour la plupart, des viticulteurs et des vignerons bio. Est-ce que ça veut dire que quelque part, ce sont deux mondes, deux visions du monde qui s'affrontent? Oui, c'est deux visions du monde, deux visions de l'agriculture, ça c'est très clair, et également, je dirais, c'est deux visions scientifiques.
parce que moi j'ai toujours du mal à comprendre comment on peut mener à bien un projet de recherche agronomique dans sa tour d'ivoire sans interagir avec ceux-là même qui ont inventé l'agriculture, qui ne sont pas les chercheurs ni même les agronomes, mais qui sont les paysans. Et les paysans il ne faut pas oublier que ce sont les premiers généticiens du monde. Et quand vous comparez la méthode de biodynamie, par exemple, avec la méthode conventionnelle, pour parler de la viticulture, eh bien, vous avez ça a été dit à la barre tout à l'heure par l'un des prévenus, vous avez des viticulteurs qui travaillent en biodynamie qui ne sont pas embêtés par le cornouer. Pourquoi ? Alors qu'ils sont sur une parcelle, voisins d'autres personnes en conventionnel qui, eux, sont embêtés par le cornouer. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose avec la pratique culturelle. Donc, vous savez, quand on est dans une démarche scientifique, la première démarche d'un scientifique, c'est d'observer avec ses yeux, toucher avec ses doigts, écouter avec ses oreilles et sentir avec son nez. C'est ça la première démarche d'un scientifique, c'est pas de manipuler le vivant, c'est de l'observer. Eh bien, lorsque on constate que des viticulteurs avec une pratique culturelle particulière ne sont pas embêtés par une maladie contre laquelle on essaie de lutter dans un autre contexte, posons-nous la question de la pratique culturelle. Essayons de comprendre en quoi cette pratique culturelle pourrait permettre de s'affranchir et de faire en sorte que des vignes qui étaient malades du cornouer deviennent spontanément résistantes à ce cornouer. Il y a un potentiel de recherche fantastique, et c'est ce qu'avait fait Madame Anne-Claude Leflève, qui était en biodynamie dans le Bienvenu Bâtard Montrachet, dans le Pligny Montrachet. Elle fait un vin, un grand cru classé de blanc qui s'appelle le Bienvenu Bâtard Montrachet. Elle avait des vignes qui étaient atteintes du cornouer, elle est passée en biodynamie, elle a sauvé ses vignes, elle a invité le directeur de l'INRA de Colmar à venir constater les bois de ses vignes. Il a constaté qu'il y avait un gros paquet de virus, et pourtant que la vigne était en pleine forme. Mais quand vous êtes chercheur et que vous vous intéressez à des sujets comme ça, mais c'est là qu'on devrait avoir envie de chercher. C'est formidable. Vous avez un matériel biologique qui vous est livré sur un plateau d'argent ou sur un plateau d'or. Eh bien, ils n'en ont pas profité. C'est-à-dire qu'ils ont continué à faire leurs vignes transgéniques. Ça veut dire qu'ils sont plus motivés par l'intérêt de faire des vignes à but commercial que par essayer de comprendre les fondements de la maladie. Christian Vellot, votre discours est marginal aujourd'hui dans le monde de la recherche, plus particulièrement dans l'agronomie, dans tout ce qui touche à l'alimentaire, ou est-ce qu'on constate aujourd'hui une bascule, pas dans l'opinion publique, mais dans le monde de la recherche ? Bon, dans le monde de la recherche, je dirais qu'il y a, pour faire simple, il y a 3 grandes catégories. Il y a ceux qui, comme moi, qui tiennent ce discours et qui ont un discours un petit peu détonnant, mais on est minoritaire. Il y a ceux qui défendent de manière inconditionnelle toutes les technologies et qui sont tout aussi minoritaires que nous et qui le font de manière également ostentatoire, mais tout simplement parce qu'ils ont des intérêts, etc. Ils ont des collusions avec des firmes. Bon, voilà, mais ils sont tout aussi minoritaires que nous. Et puis il y a la grande majorité silencieuse. Dans cette grande majorité silencieuse, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas dupes et qui savent que ces technologies nous emmènent dans le mur. Simplement, ils ont fait le choix de ne pas forcément en parler parce que c'est peut-être pas le meilleur moyen de faire carrière que de s'exprimer comme on le fait. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président du groupe UMP, les Français ont confié au Président de la République et à sa majorité un mandat pour qu'ils assument leurs responsabilités. Tu fais de l'eau qui ne mouille pas, tu fais des femmes qui ne meurent pas, tu fais des hommes qui ne meurent pas, non plus tu fais des gosses qui ne pleurent pas. Tu fais du feu qui ne brûle pas, tu fais des vieux qui ne sentent pas, tu fais des jeunes qui ne voient pas, tu fais quelques erreurs parfois. Oh j'ai man, oh j'ai man au secours. Ils ont fait des carottes qui s'épluchent à la main plus vite que des bananes. Ils ont fait des brugnons avec du sopalin plié dans le noyau. Ils ont fait des patates familiales qui pèsent 40 kilos. Avec du ketchup dedans, avec du ketchup dedans. Wow, oh j'ai man, 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 wow. Ogeman, wow, Ogeman,
fais des œufs en chocolat, tu fais des canards au foie gras, tu fais des phoques avec des poches et des moutons en laine velcro. Tu fais du porc à la cachère, des crocodiles en bandoulière, tu fais des requins tournevis, tu fais des vaches qui font la bière. Oh, j'ai man, j'ai mal au secours. Ils ont fait des carottes qui s'épluchent à la main plus vite que des bananes. Oh, j'ai mal au secours. Ils ont fait des brugnons, un élu sopalin plié dans le noyau. Ils ont fait des patates familiales qui pèsent 40 kilos. Avec du ketchup dedans, avec du ketchup dedans. Wow! Denis Crelotte, vous êtes très engagé au mouvement pour une alternative non violente, le MAN. Et là, aujourd'hui, on vous retrouve en train d'organiser ce comité de soutien devant la cour d'appel de Nancy pour soutenir les faucheurs de vignes OGM à Colmar. C'est une affaire qui remonte à 2010, qui est rejugée ici en cour d'appel. Après, on l'a entendu tout au long de ce reportage, après un premier jugement en première instance qui condamne les faucheurs, un appel qui les relaxe, une saisie de la Cour de cassation qui casse. Et nous revoilà devant la Cour d'appel de Nancy 9 ans plus tard. C'est un engagement chez vous qui est très fort. Il n'y a aucun intérêt personnel dans tout ça. C'est une démarche purement bénévole. Qu'est-ce qui vous motive ? Alors pour moi, c'est clair, la lutte contre les OGM, elle est remarquable à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est un engagement profond, philosophique, culturel, politique, pour alerter l'opinion de l'aspect nuisible des OGM, avec des risques personnels qui sont importants, qui sont encourus. Et donc là, je retrouve la force de la non-violence, la force des lanceurs d'alerte. Pour moi, les faucheurs d'OGM sont des précurseurs des lanceurs d'alerte. Ils sont des lanceurs d'alerte. Ils ont les premiers dit attention au lobby, attention à ne pas confondre la finance et l'agriculture, attention à ne pas faire des brevets sur le vivant. Et donc là, on sent une lutte très profonde, très forte, qui va bien sûr au-delà des intérêts personnels, et ils utilisent la non-violence pour le dénoncer, avec les risques au niveau pénal, et pour utiliser aussi la répression. C'est même plus que les risques. Ils ont été condamnés à 2 mois de prison avec sursis. Oui. En première instance, en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que chacun peut, dans la non-violence, choisir son niveau d'investissement. Et moi, j'étais fonctionnaire avant d'être en retraite, donc je ne pouvais pas me permettre d'avoir un casier judiciaire qui n'était pas vierge. Maintenant que je suis en retraite, je peux me permettre d'aller beaucoup plus loin dans la Et si vous avez un casier judiciaire qui n'est pas vierge, vous pouvez éventuellement faire de la politique. C'est vrai. Ça, c'est toujours possible. On demande aux fonctionnaires d'avoir un casier judiciaire vierge, mais leurs patrons, eux, peuvent avoir exact. Et nous avons quelques exemples même de personnes qui rentrent au Conseil constitutionnel qui n'ont pas un casier judiciaire vierge. Vous disiez tout à l'heure que tout est lié. Oui. Pour moi, l'écologie est un ensemble de luttes et de sensibilité et de rapport à la vie qui fait qu'à un moment donné, on s'engage plus, par exemple, sur les OGM, ou plus sur le nucléaire, ou plus dans l'agriculture biologique, ou plus sur les questions climatiques, ou sur les questions de pesticides. Mais en vrai, la philosophie, elle est là. Et ce qui est intéressant dans les jeunes générations qui arrivent en ce moment sur la question du climat, c'est qu'il faut qu'ils apprennent à faire le lien entre tout ça et avoir une pensée cohérente. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Marie-Jeanne, vous êtes membre du comité de soutien aux faucheurs de la vigne de Colmar et vous avez participé activement à cette manifestation de soutien ici aujourd'hui à Nancy devant la cour d'appel
de Nancy cette fois-ci, où est rejugée cette affaire après une première décision qui a condamné par le tribunal de Colmar, le tribunal de grande instance de Colmar, a condamné les faucheurs. Ils ont été relaxés ensuite en appel devant la cour d'appel de Colmar. L'arrêt a été cassé par la cour de cassation et c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui, mercredi 27 mars, ici à la cour d'appel de Nancy pour une affaire qui va être donc rejugée 9 ans après les faits. On est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Coup de cœur du premier élan. Tout de suite coup de cœur. Alors je pense que vous me demandez pourquoi. Eh ben, j'allais vous poser la question pourquoi. Parce que quand nous avons appris qu'il fallait recommencer à zéro avec cette histoire de Colmar et que ça allait se passer à Nancy, on a dit il faut aller voir à Nancy. Et à la première porte qu'on a frappée, une porte s'est ouverte et tout de suite on est avec vous. Donc voilà, l'aide était là. On ne savait pas encore où on allait aller, mais c'était spontané. Ça veut dire que vous êtes plutôt confiante de l'issue de ce procès ici à la cour d'appel de Nancy, Marie-Jeanne? Alors moi, je ne peux donner aucun avis sur ce qui se passe dans le tribunal. Moi, je suis à l'extérieur. Vous êtes au stand Le comité de soutien aux faucheurs, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Parce que derrière leurs actions, il faut beaucoup de gens, de citoyens, qui les soutiennent autour de l'action. C'est-à-dire que quand ils ont fait l'action, il faut assumer. Et dans l'assumer, il y a forcément ce qui se passe en ce moment au niveau juridique. Et pour ça, il y a quand même des gens de toute la France qui viennent. Les faucheurs, c'est pas local. Et donc, il faut les encadrer par rapport à ça, les accueillir, les héberger, trouver pour toutes ces manifestations-là le soutien logistique et moral. Et ça, c'est notre rôle de comité de soutien. Voilà. Et vous avez dit que voilà, c'est un coup de cœur, c'est un engagement volontaire. Les faucheurs de Colmar, quand je dis les faucheurs de Colmar, ce sont effectivement des faucheurs venus de toute la France qui savent pertinemment à quoi ils s'exposent sur le plan judiciaire, civil, pénal. Absolument. Hein. Et non seulement ils savent à quoi ils s'exposent, mais ils sont prêts à aller jusqu'au bout de leurs explications. C'est pour ça qu'ils se retrouvent souvent devant les tribunaux. Hein. Et nous, dehors, ce sont nos porteurs de messages et nos porteurs de ce que nous voudrions qu'ils changent ou qu'on soit écoutés. Et eux, nous portent notre parole. Et donc, c'est normal que nous, on soit dehors, à côté d'eux, pour les soutenir. Et donc, une façon de soutenir dans le concret, dans le quotidien, c'est la nourriture, c'est la logistique, la boisson, c'est qu'ils puissent se reposer, qu'ils puissent discuter avec leurs défenseurs, qu'ils puissent s'expliquer aussi au public sur leurs actions. Alors, on aurait pu s'attendre, Marie-Jeanne, à ce que vous exprimiez plutôt un coup de gueule contre les OGM, contre l'agroalimentaire, contre la société. Non, vous avez choisi un coup de cœur parce que c'est une façon pour vous d'exprimer peut-être un monde positif tel que vous l'aimeriez. Parce qu'on parle tout... Oui, alors tout à fait, vous avez tout à fait raison. Nous, on parle toujours des lutteurs qui sont contre. Or, dans toute lutte contre, il faut amener une alternative. Et nous, notre alternative, elle est déjà visible sur place. C'est-à-dire, ce que vous voyez dehors, c'est l'alternative aux OGM. Par le biais de la nourriture, par le biais d'une solidarité, par le biais d'une entraide entre paysans. Et c'est une image forte de ce qu'on peut faire. C'est des solutions qu'on apporte. Hein. Alors, le coup de gueule, il est sous-entendu. Anti-OGM. Mais qu'est-ce qu'on propose à la place? Des actions avec des produits, des paysans qui ont toujours travaillé sans pesticides, sans OGM, et montrer qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Donc le coup de gueule, oui, je suis anti-OGM, mais quelque part, cette lutte, elle me fascine parce qu'en tant que paysanne, il faut qu'on se défende d'une façon ou d'une autre. Alors, vous êtes alsacienne, Marie-Jeanne, ou en tout cas vous venez d'Alsace. Est-ce qu'il y a une différence entre la perception de cette affaire OGM en Alsace, par exemple? On sait que les Alsaciens sont assez en avance sur les questions de la bio, peut-être aussi en raison de la proximité avec l'Allemagne. Est-ce qu'il y a une différence de la manière dont c'est perçu en Alsace que, par exemple, ici en Lorraine? Ou peut-être ailleurs en France, selon ce que vous racontent les faucheurs venus d'autres régions. Ce qui s'est passé en Alsace, c'est qu'on a osé toucher à un des emblèmes alsaciens, vignoble, vigne. L'INRA de Colmar, spécialisée dans les recherches viticoles,
a osé toucher à ça, et là aussi, comment dire, essayer d'introduire quelque chose d'immoral, je veux dire ça comme ça. Parce que ça a été rejeté plutôt globalement par les viticulteurs alsaciens. Alors, en fait, c'était secret au début, personne n'a su, mais c'est quand les faucheurs ont vendu la mèche, entre guillemets, que ça a réagi au niveau agricole alsacien et surtout dans le monde viticole. Et c'est là qu'on a posé des questions et qu'on a appris qu'il y avait eu une tentative de faire ces essais en Champagne et que la Champagne très rapidement a dit non aux OGM, pas d'OGM dans les bulles. Voilà. Et donc, en dernier recours, l'Alsace, l'INRA de Colmar a dit oui parce qu'ils étaient un petit peu en panne d'innovation et de nouveautés de travail. Peut-être qu'on pourrait suggérer à l'INRA d'intensifier ses recherches plutôt et à aider l'agriculture biologique. Eh ben, c'est ce qui est en train pas de se faire, mais c'est ce que nous avons amené en contrepartie dans les tribunaux lors des derniers procès. Les faucheurs ont dit on pourrait faire, avec tout cet argent dépensé, rechercher dans d'autres sens et aller voir chez ces vignerons qui font autrement. Pourquoi ils font autrement? D'ailleurs, lors du dernier procès de Colmar, un vigneron alsacien a témoigné en tant que vigneron sur le besoin inutile de cette recherche-là, entre autres. Voilà pour ce reportage sur le procès des faucheurs de vignes OGM de l'INRA de Colmar en Alsace qui se déroulait toute la journée du mercredi 27 mars 2019 à la cour d'appel de Nancy avec Arnaud Apothécaire, délégué général de l'ONG Justice Pesticides, le docteur Christian Vélo, généticien moléculaire à l'université Paris-Sud, Jean-Pierre Frick, viticulteur en biodynamie à Pfaffenheim en Alsace, prévenu dans ce procès pour être l'un des faucheurs, Denis Crolotte, membre du mouvement pour une alternative non violente, le MAN, et Marie-Jeanne, membre du comité de soutien aux faucheurs de l'essai de vignes OGM de l'INRA de Colmar. Pour en savoir plus sur les faucheurs de vignes OGM de l'INRA de Colmar et connaître dans quelques semaines le verdict de la cour d'appel de Nancy, rendez-vous sur soutiencolmar.onlc.fr. Signalons aussi les livres de Christian Vélo, OGM Tout s'explique, paru aux éditions Gouttes de Sable en 2009, et OGM Un choix de société, paru en 2011 aux éditions de l'Aube. Vous avez pu écouter dans l'ordre Monsanto par Colibri, paru sur le P Maquette, volume 1, sorti en 2012. Erinnerungen an Brennberg par le groupe bavarois Tegernseer Tanzelmusik, paru sur l'album Musikantenfreundschaft, sorti en 2012. Et enfin, OG-Man par le duo La Chanson du Dimanche, paru dans la saison 1 en 2007. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.